Et là maintenant, on va attaquer donc la troisième partie. Et je remercie donc le professeur François Mouret qui est là pour échanger avec nous sur le syndrome post-chute. Et de manière plus large, on avait hésité pour le nom parce que on était parti sur le syndrome de désadaptation psychomotrice, mais on sait que c'est un peu moins connu et le syndrome post-chute, faut croire que ça a marché, que c'est un peu plus vendeur. Je ne sais pas si tout le monde connaissait SDPM, mais peut-être que ça permettra de voir la différence. Et puis juste après, Elisabeth Pérez, kinésithérapeute, qui va nous partager une évaluation qui sert aussi d'outil de pluridisciplinarité, puisque la pluridisciplinarité est au cœur de cette session de l'AFCACOR. Merci à vous. Merci beaucoup Damien de cette invitation, que je regrette d'une certaine manière, parce que je regrette qu'après toutes ces années, on ait encore besoin de parler de ce syndrome. Mais votre présence très nombreuse montre que oui, finalement, on a besoin d'en parler. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, dans ma première vie, j'étais kinésithérapeute, j'ai fait de la clinique pendant plus de 25 ans. Et dans ma deuxième vie, je suis devenue enseignant-chercheur. Et j'ai rejoint ce laboratoire INSERM à Dijon pour continuer de la recherche sur les effets du vieillissement sur le mouvement et la posture. Ce qui veut dire que depuis le premier jour de mon diplôme, je ne vous dirai pas la date, je n'ai fait que du vieux et que du vieillissement, que ce soit sous l'angle de la rééducation ou sous l'angle de la recherche. Voilà donc pour le contexte, on va dire. Alors, ce fameux syndrome post-chute, on est bien d'accord que c'est un syndrome gériatrique. Il n'existe nulle part ailleurs. Il y a des choses qui peuvent peut-être ressembler, on verra, mais c'est un syndrome gériatrique qui correspond typiquement à la physiologie du vieillissement, et en particulier du vieillissement pathologique, c'est-à-dire qu'il faut être fragile, avoir des réserves relativement faibles, pour qu'à un moment donné, on soit exposé à ce niveau de décompensation que constitue le syndrome post-chute. Il y a des gens âgés, des centenaires, qui tombent et qui ne font pas de syndrome post-chute. Ils signent la fragilité. Et c'est en cela, évidemment, qu'il faut être extrêmement vigilant sur cette affaire. Damien disait il y a un instant, on a travaillé sur ce syndrome donc depuis très très longtemps, et on a décrit le syndrome de désadaptation psychomotrice. Simplement pour dire qu'il y a des formes identiques de ce syndrome qu'on voit dans d'autres circonstances que la chute. La chute, le syndrome post-chute, c'est une forme du syndrome de désadaptation. Mais il y a des syndromes équivalents qui surviennent alors que les gens n'ont pas chuté, dans des situations un peu particulières, mais éventuellement, progressivement, dans des formes d'hypoactivité, de sédentarité, mais aussi de contexte parfois psychologique un peu particulier. Donc on est bien d'accord, syndrome post-chute, c'est une forme du syndrome de désadaptation. Alors, pourquoi vous êtes si nombreux aujourd'hui? C'est pas pour me voir, c'est parce que c'est un syndrome qui est sous-diagnostiqué. Il y a eu encore une thèse de médecine il n'y a pas très longtemps sur la question dans Lyon, et pourtant dans un hôpital très gériatrique dans l'esprit, et pour lequel on voit que dans les services de gériatrie aiguë, le diagnostic n'est pas posé. Alors c'est un petit peu comme l'histoire des rétractions et de la question de ce matin, quelque chose qui n'est pas repéré, qui n'est pas diagnostiqué, et bien c'est pas traité. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que vous êtes là. Et puis, il y a donc une intrication très forte de ce syndrome, puisque c'est un syndrome, avec d'autres choses. Alors, on a une fracture du col du fémur, on a une maladie neurologique quelconque, et là-dessus, on greffe un syndrome post-chute. C'est la raison pour laquelle, je disais ce matin, je crois, que les SMR, avec la pancarte, ce service d'orthopédie, de rééducation orthopédique, ou SMR orthopédique, ça me fait toujours rire. Parce que derrière cette porte, il y a des gens qui ont peut-être, oui, eu une chirurgie de hanche, par exemple, mais qui, pour la plupart, posent une problématique qui est une problématique de syndrome gériatrique. Ce qui, pour les kinésithérapeutes, pour les rééducateurs en général, ne doit pas vouloir dire la même chose.
Et sur la droite de la diapo, vous dire depuis le temps que ça dure, cette histoire, puisque Murphy et Isaac ont décrit ce syndrome dès les années 80. Certains y étaient déjà. Notre dernière scoping review est sortie l'année dernière. Donc, quelque part, 40 ans de littérature sur un sujet dont le monde du soin ne s'est pas saisi complètement. Et c'est pour ça que je suis un peu triste parfois. Je vous rappelle la clinique que vous connaissez, parce que ces patients, vous les voyez tous les jours, qui, d'une part, en position assise, ont cette fameuse attitude dite en rétropulsion, pas de syndrome vrai, sans rétropulsion. La personne qui a un peu peur, qui n'a pas envie trop de bouger parce qu'il est tombé, on voit qu'il est impacté par sa chute, mais médicalement, sémiologiquement parlant, on n'a pas le droit de dire qu'il est un syndrome post-chute. Un syndrome post-chute, c'est forcément avec rétropulsion. Donc un trouble postural très particulier qu'on ne voit dans aucun autre cas. Et ils sont donc assis les fesses au bord du fauteuil, en arrière, vous les connaissez 100 fois. C'est pas parce qu'ils sont fatigués, c'est pas parce qu'ils ont 2 arthrodèses de hanche, c'est pas parce que le fauteuil est mal foutu, c'est parce qu'ils ont un trouble postural. Et puis, quand toutes les personnes confondues, soignants, rééducateurs, médecins, tous les gens qui tournent autour de ces personnes, essaient de les solliciter pour qu'ils se lèvent, eh bien, on se heurte à cette difficulté parce que l'antéflexion n'y est pas. Et vous avez vu la petite image de mon laboratoire avec l'analyse du mouvement que l'on fait avec des gens âgés. Eh bien, on sait depuis 25 ans décomposer ce mouvement et pas de passage assis debout sans inclinaison du tronc. Puis au passage non plus sans vraiment une mobilité de cheville. Il y reviendra si vous voulez. Voilà. Hein? Donc, à partir du moment où on ne sait se pencher en avant, pas de passage assis debout. Et puis en position debout, certains ont une rétropulsion si forte qu'ils ne peuvent pas tenir debout, puisque la ligne gravitaire sort de la zone d'appui. Et puis certains tiennent debout avec un certain nombre de compensations. Bienvenue, bienvenue. Je plie les genoux pour ramener mon centre de gravité. Ben, heureusement que je les plie. Et quand tous les rééducateurs de tout poil disent « tendez les genoux », eh ben, heureusement qu'ils ne vous écoutent pas. Parce que s'ils tendent les genoux, ils partent en arrière. Ces flexums que l'on voit chez ces malades, ou c'est chez résidents, chez ces personnes, sont des flexums adaptatifs qui leur permettent finalement de tenir debout. Et puis, l'inclinaison du tronc qui va avec. Longtemps, du temps que dans les vieux livres, on voyait écrit astasie, abasie. Ça vous rappelle quelque chose, ça, hein? C'est-à-dire que c'était un truc un vocabulaire qu'on avait collé là-dessus, parce qu'on ne savait pas de quoi on parlait, comme d'habitude. Et tous les vieux qui marchaient pliés à petits pas, on disait, ça faisait chic, ils sont astasiques, abasiques. Voilà. En réalité, clairement, s'il s'agit de vieilles... Alors on a fini par croire que c'était un peu normal pour l'âge, vous voyez? C'est des vieux. En réalité, cette marche est toujours une marche de type compensatoire par rapport à un trouble d'équilibre, et évidemment absolument anormale, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Donc c'est une marche non spécifique, c'est pas une marche de parkinsonien, c'est pas une marche d'autres maladies, c'est une marche compensatoire dans le cadre d'un trouble majeur de l'équilibre. Dans la droite de l'image, je vous ai mis cette photo, non pas du tout parce que je milite pour une quelconque cause de ce type, mais c'est parce que cette image m'a beaucoup amusée. Je me dis, on peut être un chef d'État, un grand de ce monde, et être bien maltraité. Vous voyez? C'était le pape précédent, je crois, qui donc visiblement a un trouble postural et un syndrome post-chute majeur, sur d'ailleurs une maladie musculocorticale sous-jacente, que quelqu'un essaie de lever. Quelle horreur! Quelle horreur!
Le voilà, qui va se faire une hernie discale, comme dirait Damien, en ce qui concerne les dents. Et le voilà, lui, qui est content de verticaliser, c'est-à-dire d'aller contre le mouvement physiologique, qui consisterait d'abord à l'avoir penché en avant. Voilà. C'est pour ça que la photo m'a amusée. Tout ça pour vous rappeler que dans ce syndrome, on a une hypertonie oppositionnelle, qui n'est pas de la rigidité sous-corticale, qui n'est pas de la spasticité, qui est un trouble du tonus particulier. Plus vous tirez, plus il tire. Ce qui crée ces difficultés que vous connaissez bien au sein des équipes. Ce sont des personnes qui ont des troubles, des réactions d'adaptation posturale, des réactions parachutes, tout ce bagage qu'on acquiert entre quelques mois, en particulier 9 mois pour les réactions parachutes et la station debout, qu'on doit garder toute sa vie et qu'on perd dans le cas du syndrome post-chute. Un petit détail là-dessus, si vraiment les gens n'ont plus du tout de ces réactions, c'est un peu normal qu'ils vous disent qu'ils aient peur. Et quand vous êtes à côté et que vous dites « n'ayez pas peur, je suis là », je ne suis pas sûre que ça suffise, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc il y a des troubles de la motricité qui sont un peu complexes, comme on dit réactifs, c'est-à-dire que si jamais ils sont déséquilibrés, ben, ils n'arrivent pas à se récupérer, et proactifs, c'est-à-dire qu'avant même qu'ils déclenchent le mouvement, il y a déjà des troubles posturaux, d'où l'importance du tableau et des difficultés à se mettre debout. Et le peu d'envie qu'ils ont de se mettre debout, ce que je comprends très bien. Alors, ça s'accompagne d'anxiété. Ben oui, peut-être y a-t-il des psychologues dans la salle. Oui, ça s'accompagne d'anxiété, et là encore, que de plus normal. Alors, c'est comme tout le reste, hein. L'anxiété, si on en a beaucoup déjà au départ, ça va augmenter avec un syndrome de ce type, mais néanmoins, cette réaction qu'on va appeler la peur de tomber, qui va se manifester sous la peur de tomber, est bien normale dans ce cas de figure, avec quelque chose qui peut aller jusqu'à la stasophobie, c'est-à-dire une peur panique de se mettre debout. Certains collègues ont rapproché ce syndrome d'un syndrome post-traumatique. C'est-à-dire que la personne qui a vécu ça, qui est arrivée face contre terre sans avoir le temps de mettre les mains, qui en plus a peut-être passé la nuit par terre, dans ce tableau qu'on connaît avec les risques de rhabdomyolyse, etc., le vécu de cette affaire se rapproche de ce qu'on voit dans le syndrome post-traumatique. Et la gravité de la chute, pour moi, elle n'est pas toujours dans la présence de fractures. Ce d'autant que quand on a une belle fracture, ben on va être pris en soin. Alors surtout, moi j'adore les fractures de poignet, les protocoles. Génial. Les gens, très bon pronostic fonctionnel, mais on s'excite. Voire même on opère. Et puis on met des gantelets fluo, tout ça, super. En rééducation, c'est génial, on n'a pas grand-chose à faire, et puis tout ce qu'on fait, ça va aller bien. Celui par contre qui n'a pas de fracture, et qui a l'hématome facial, si on doit prioriser les soins dans un contexte de restriction et de peu de rééducateurs dans les services, c'est là qu'il faut aller. Voilà. C'est une urgence gériatrique. Quand mon métier était d'être cadre de santé et cadre dans un service de rééducation, les gardes, comme on disait, étaient strictement réservés aux problèmes respiratoires, qui était l'urgence par excellence. Aujourd'hui, je dis qu'il faut arrêter de penser ça, ou de penser qu'il n'y a que cela, mais que l'urgence de prendre soin des gens qui arrivent dans des services de gériatrie aiguë le vendredi, c'est une vraie urgence de rééducation par rapport au pronostic. Et c'est là où le réapprentissage de la motricité, sidéré littéralement par la chute, joue un rôle extrêmement important. Alors, dans les couloirs du ministère aujourd'hui, et Damien a ce langage très politiquement correct,
de pluriprofessionnel. Je déteste ce mot-là parce que on peut être pluriprofessionnel et pas du tout interprofessionnel. On l'a senti parfois dans les salles ce matin. Il fallait être là à la session d'avant. Pour moi, le terme qui va bien, c'est parfois interdisciplinaire quand il s'agit de discipline, mais la plupart du temps, au sein d'une même discipline, c'est l'interprofessionnalité. Et c'est ça qui est difficile à construire, c'est là-dessus qu'on se casse un peu les dents, mais c'est ça qui est impératif. Sur un syndrome comme ça, si on est sûr qu'on n'arrivera pas à travailler en équipe, j'ai envie de vous dire, il faut peut-être mieux rien faire. L'efficacité ne peut être que dans ce travail en équipe, évoqué par Damien précédemment, dans le travail autour de ce qu'on appelle volontiers des transferts. C'est-à-dire que si le travail du kiné, de l'ergo, du psychomote est en tuyau, et que tout ça, ça ne se retrouve pas dans les gestes fonctionnels du quotidien, et en particulier les transferts, on perd son temps. Parce que l'objectif, il est là, clairement. Je ne vous apprends rien en vous disant ça, mais simplement ce que je veux vous dire, c'est que il ne s'agit pas d'une idée comme ça qui se balade ou d'une tarte à la crème. C'est la réalité de cette rééducation-là. Pour les rééducateurs, la correction de la rétropulsion doit être essentielle. Et l'assis debout et le debout assis. Et que si ça, c'est pas repris au quotidien par les soignants, mais encore une fois, ça n'a pas de sens. Le relevé du sol, parfois très tôt, sur des syndromes post-chute, peut être abordé. Et il y a des moyens de le faire sans faire peur aux gens d'une manière supplémentaire. Et souvent, la peur, elle est surtout du côté du rééducateur, en disant « Mon Dieu, et si je ne peux pas le relever ?» Enfin, moi, je n'ai pas connu une malade qui soit restée par terre, mais bon, on peut en discuter. Dans cette rééducation-là, plus que nulle part ailleurs, la compensation est le mot-clé. Quand on est jeune rééducateur et qu'on rééduque des entorses de cheville, chez des sujets jeunes en pleine forme, on cherche à guérir. Et on est loin du processus de compensation. Pour bien vieillir, il faut compenser. Les pertes, elles sont là pour tout le monde. Il suffit d'aller chercher les réserves pour compenser. Eh bien, dans cette rééducation-là particulière, il ne s'agit pas de penser que vous allez guérir je ne sais pas quoi. Vous allez chercher toutes les réserves possibles pour que les personnes retrouvent une verticalité. Et ces réserves, elles ne sont pas chez tout le monde aux mêmes endroits. En tout cas, dans un premier temps, c'est rarement, comme on le disait, un problème musculaire. Et on est là au plus près, évidemment, de l'indépendance fonctionnelle. Ces malades, vous les connaissez, vous voyez que la dame de droite, qui essaie par elle-même de se lever, ce qui est bien, est encore loin du compte. Non pas parce qu'elle n'a pas assez de quadriceps, mais parce que posturalement parlant, on n'y est pas. Et on n'est pas dans la projection du centre de gravité. Alors, quand on partage ça en équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kinésithérapeute voit tout de suite le type de bilan et d'exercice qu'il pourra faire, l'ergo voit tout de suite ce qu'il pourra faire, le psychomote, etc. Et les autres membres de l'équipe se disant, même si j'aide cette personne à deux, même si je fais un transfert, voilà, ce qui est prioritaire là-dedans, c'est que, quelle que soit la méthode que j'utilise, j'arrive à une inclinaison du tronc. Avant quoi que ce soit. Pour éviter de se retrouver dans la position du pape. Pour ceux qui n'ont jamais pensé sous cet angle, vous voyez que cette dame, si on lui dit « reculez vos pieds », hein, on dit souvent ça aux gens, « reculez vos pieds ». Pour reculer les pieds, il faut pouvoir bouger sa cheville. Il faut pouvoir avancer son tibia. Hein? Donc voilà un exemple où
le rééducateur peut agir sur cette articulation, plutôt que d'aller s'exciter sur une flexion de genou dont on n'a rien à faire, pour que cette mobilité-là soit au service du transfert. La coopération en rééducation, elle est là. Elle est partant d'un tableau clinique et d'une étude physiologique vraiment du mouvement. On partage ensuite les objectifs. Comme Damien m'avait piqué cette photo, ben on a la même, voilà. Mais c'est la mienne, hein, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Je plaisante. Ça sert à ça. C'est un très bon bouquin. Et donc, c'est à travers tous ces mouvements clés qu'on va travailler, que l'on soit rééducateur ou aide-soignante ou infirmière ou tous les acteurs de cette rééducation. On a tendance tous à aller parfois trop vite et à priver encore une fois les gens du temps nécessaire pour retrouver ce mouvement. Surtout si, à l'EHPAD, ils sortent d'un parcours de soins qui les a amenés à ne pas utiliser ces automatismes depuis déjà au moins 1 mois et demi ou 2 mois. Hein? Et je pense en particulier au passage assis bord de lit, illustré ici, qui est un mouvement finalement assez simple, mais que les personnes perdent comme on perd un automatisme, simplement parce que quand en manutention, on vous saisit le tronc et les bras enroulés autour de vous, bah, vous n'avez jamais l'occasion d'aller poser vos mains. Et donc après, quand vous dites aux gens, eh bien, asseyez-vous au bord du lit, bah, les gens, ils ne savent pas comment faire. La meilleure preuve de cela, c'est quand vous voyez quelqu'un qui marche dans le couloir, parfois avec le kinésithérapeute, et qui ne peut pas se retourner dans le lit. Et là, on m'expliquera. C'est évidemment pas un problème de force, on est bien d'accord. Hein, c'est juste un problème de trou dans la raquette. Hein, c'est-à-dire que là, l'automatisme n'a pas été réappris, n'a pas été sollicité. Et donc la progression des automatismes depuis le lit jusqu'à la marche, c'est ça en gros la grande trame de cette prise en soin. Tous les rééducateurs sont concernés par cette rééducation, à des titres différents, mais encore une fois, pas tant en tuyau en disant « moi je suis cela, donc je fais ça », parce que c'est écrit dans vos décrets de compétences, mais plutôt partant d'un symptôme ou d'une incapacité, qu'est-ce que moi je peux apporter? Et c'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche. Alors, l'antéflexion qui est illustrée ici, étant bien sûr, y compris chez nos collègues qui font de l'activité physique adaptée dans les EHPAD, un axe pour orienter les traitements. Pas de protocole, pas d'approche stéréotypée, mais juste des axes qui sont importants pour ce syndrome. Je vais m'arrêter là pour respecter les temps et surtout vous laisser la parole. L'idée d'un travail en équipe, je ne vais pas y revenir, mais c'est l'idée d'objectifs concrets. Une réunion d'équipe qui commencerait en disant « Bon alors, notre objectif c'est comment dirais-je, de retrouver l'autonomie, avec une tarte à la crème comme ça, on ne va pas loin. Hein, voilà. Surtout que ce n'est pas de l'autonomie, mais c'est de l'indépendance, mais bon, passons. Le problème, il n'est pas ça, il n'est pas là. Le problème est de dire, pour Madame Machin, l'incapacité majeure à ce moment-là, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Encore une fois, c'est sur les capacités restantes. On a beaucoup, mais c'est normal, en médecine, mais c'était normal, et en rééducation du sujet jeune aussi, analyser tout ce qui dysfonctionne. Si vous continuez à faire que ça en rééducation gériatrique, vous allez vous déprimer. Vous allez être comme un caméléon sur un tissu écossais. Vous allez vous épuiser. Il faut aller chercher ce qui fonctionne. Et croyez-moi, c'est quand même beaucoup plus aidant. Hein.
Et cette rééducation du syndrome post-chute, elle doit être pensée en termes de parcours, depuis le domicile jusqu'éventuellement à l'hébergement de type EHPAD, en passant par toutes les structures. Et c'est pour ça que je suis venue à Montpellier aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, France.